Chers amis téléspectateurs de l'émission Synthèse sur TV Liberté, bonjour, on se retrouve donc pour une nouvelle émission. Émission, je dois préciser une fois de plus, qui est préenregistrée, mais vu le thème que nous abordons, je pense que ça ne pose pas beaucoup de problèmes, car aujourd'hui nous avons comme invité Michel Vial. Michel Vial, bonjour. Bonjour. Michel Vial qui a qui a écrit il y a quelques mois un livre qui s'appelle La chute de l'Empire occidental. Alors ce livre, La chute, édité à Synthèse nationale, dans la collection Idées. Donc la chute de l'Empire occidental, tout est dans le titre en fait. Donc on va en parler surtout, vous analysez dans ce livre tous les symptômes de cet écroulement du monde nouveau qu'on voulait nous imposer et qui finalement n'aura pas duré très très longtemps. Et vous nous expliquez tout ça, mais on va en parler dans quelques minutes dans cette émission. Et évidemment, j'ai bien sûr mon complice et néanmoins ami Philippe Randa qui est là et qui nous livrera sa chronique tout à l'heure. Et bonjour Roland, bonjour Michel. Qui nous parlera un petit peu aussi d'un certain nombre de choses. Beaucoup d'auditeurs, de téléspectateurs m'ont fait part de leur inquiétude de ne plus voir le professeur. Alors rassurez-vous, le professeur va bien. Pierre de Laubier. Le professeur Pierre de Laubier, oui. Mais alors comme vous le savez, cette année tout a été très compliqué. J'en ai déjà parlé à la précédente émission, mais les conditions dans lesquelles ont été réalisées les émissions de TV Liberté ces derniers mois n'ont pas été faciles, et ce qui permet de dire que ça nous donne encore plus de mérite à l'équipe de TV Liberté. Et en plus, donc ces émissions ont été enregistrées moins souvent. Et Pierre de Laubier, pour des raisons professionnelles, parce que c'est un vrai professeur, c'est pas seulement un surnom, le professeur, c'est un vrai professeur. Jusqu'à maintenant, ses horaires l'empêchaient d'être parmi nous pour les quelques émissions que nous avons fait depuis la rentrée. Mais rassurez-vous, nos émissions, Roland, ont été souvent déplacées pour des problèmes techniques et d'invités d'ailleurs, voilà, parfois. Donc c'était pas facile pour ceux qui habitent en province, pour ceux qui ne pouvaient pas être là à l'heure précise. Enfin bon, voilà. Alors donc rassurez-vous, le professeur va bien. Le professeur sera à nouveau des nôtres très prochainement pour les prochaines émissions. Et en tout cas, nous le saluons bien amicalement et bien fraternellement. Voilà. Le retour de son abominable histoire de France. Très attendu, abominable histoire de France. Voilà, alors Michel Vial, donc notre invité d'aujourd'hui, a écrit le livre La chute de l'Empire occidental. Michel Vial, pour vous présenter en quelques mots, vous êtes un militant, ce qu'on appelle un militant historique de la cause nationale. Bon, je sais que j'ai été militant. Le terme... Donc historique. Donc le terme militant un jour, militant toujours. Voilà. Vous êtes quelqu'un qui a toujours fréquenté les milieux nationaux, les milieux non conformistes. Vous êtes engagé pas seulement comme militant, mais vous êtes même engagé pour des combats beaucoup plus rudes, puisque vous avez été de ceux qui se sont rendus au Liban au milieu des années 70. Nous avons reçu ici il y a quelques années, il y a 2 ans ou 3 ans peut-être maintenant, Emmanuel Albar, qui a écrit un livre remarquable qui s'appelle Beyrouth 1976, des Français aux côtés des phalangistes. Et vous étiez de l'aventure. Bergeron aussi. Et Francis Bergeron y est allé, et bien d'autres amis y sont allés à cette époque. Et on en parlera peut-être un peu d'ailleurs tout à l'heure, ça serait intéressant d'en parler d'ailleurs. Et vous avez donc été au feu, comme on dit. J'ai connu le feu. Vous avez connu le feu, voilà. Enfin, voilà, c'est une expérience assez brève. C'était pas évident, oui, mais enfin, fallait-il encore le faire. Et donc, vous êtes allé vous battre contre aux côtés des phalangistes libanais. Donc, je dirais pas contre. Oui, c'est pas si simple que ça. C'était assez complexe. L'Orient est déjà compliqué, mais là, c'était pas très simple non plus. J'y suis allé pour défendre une cause. Voilà, défendre la cause de l'Occident chrétien. La cause des chrétiens du Liban, qui sont en fait nos frères en chrétienté qui sont en fait un bastion occidental dans cet Orient compliqué. Voilà. Et on doit dire aussi que à l'époque, tout le monde regardait le Liban comme quelque chose d'exceptionnel, et les années ont fait que aujourd'hui, c'est en France où ça approche peut-être peut-être pas de situation tout à fait analogue dans un premier temps, mais enfin en tout cas, ça s'est pas arrangé en France. On parle beaucoup de la libanisation de la France, c'est-à-dire le communautarisme qui s'installe petit à petit. Alors, au Liban, le communautarisme est quelque chose qui existe depuis toujours, parce qu'il y a toujours eu cette communauté chrétienne très puissante qui fait face à d'autres communautés, notamment les Druzes, qui ne sont pas vraiment les musulmans, les musulmans sunnites, les musulmans chiites.
Alors les Druzes, vous dites c'est pas vraiment des musulmans. Peut-être que on s'écarte peut-être un peu du sujet. Non, mais c'est intéressant d'en parler parce que beaucoup de gens ne savent pas exactement ce que. Moi, j'ai souvent entendu les gens se poser la question c'est quoi ces Druzes, d'où ils sortent ceux-là, qui y sont. Je suis allé au Liban. D'en parler un petit peu. Je suis allé au Liban il y a 6 ans maintenant. Oui. Retour donc aux sources pour recevoir une décoration de nos amis libanais. Et au retour de mon voyage, j'ai discuté avec un jeune Libanais qui se trouvait être un musulman sunnite. On pouvait discuter naturellement. Et je lui ai dit, mais les Druzes, au fait, est-ce qu'ils sont vraiment musulmans ? Il m'a dit, les Druzes, c'est assez compliqué. C'est un peuple, pour expliquer un petit peu, qui existe dans la montagne libanaise. Oui. Et ils ne sont pas uniquement dans la montagne libanaise, ils sont également à cheval sur la Syrie et sur Israël. Oui, c'est ça. Ils sont sur les 3 pays. Ça ne doit pas simplifier la chose pour eux. Comment ? Ça ne doit pas simplifier la chose pour eux quand on est à cheval sur 3 frontières. Mais rien n'est simple là-bas, de toute façon. On a dit, l'Orient est compliqué. Il y a même des Druzes dans l'armée israélienne, ce que beaucoup de gens ignorent. En tout cas, ils sont musulmans, ils se revendiquent comme musulmans, mais ils ont des rites extrêmement complexes, extrêmement secrets également, et ils ont une sorte de messe où ils communient. Et ils ont pris chez les chrétiens et chez les musulmans un certain nombre de rites, et ils en ont fait un amalgame. C'est une synthèse. Une sorte de synthèse. C'est en quelque sorte une synthèse, oui. Donc ils ne sont pas tout à fait musulmans. Enfin, ils sont, pour les musulmans purs, ce sont des hérétiques. Des gens à exterminer, bien sûr. Pour les sunnites pour les chrétiens, sont pas vraiment... Ah non, pour les chrétiens, ce sont les ennemis également. Oui, c'est les arabes. Enfin, c'est des musulmans. Ils sont détestés de tout le monde. Quoi. Détestés, pas forcément. Ils sont craints également. Il faut oublier que l'armée française les a affrontés dans les années 20. Il y a eu des rébellions lorsque nous étions mandataires au Liban et en Syrie. Il y a eu des rébellions assez dures et l'armée française a dû les combattre. On parle souvent aussi du Parti socialiste druze de Walid Jumblatt. Oui. Alors, ils sont socialistes parce qu'il fallait bien être quelque chose ou voilà. Leurs convictions de gauche sont assez peu affirmées. Disons que chez les Jumblatt, oui, sans doute. Chez les Druzes eux-mêmes, non. Ils adhèrent à ce parti parce qu'ils sont Druzes. Et que le chef des Druzes est en même temps le leader de ce parti. Voilà. Bon. Je ne suis pas un spécialiste comme mon ami Emmanuel de l'Orient, mais j'ai pu observer tout ça quand même. D'accord. Alors revenons un petit peu avant de parler de la chute de l'Empire occidental. Donc vous étiez militant de la cause nationale, vous avez été dans des mouvements dont nous n'avons pas peur de dire le nom ici, Ordre Nouveau, le Front de la Jeunesse, voilà. Et vous êtes retrouvé donc parmi ces quelques dizaines de jeunes militants qui sont allés se battre donc là-bas en 76. Il n'y avait pas que des militants, il y avait également des gens qui étaient non politisés, qui avaient choisi de rejoindre notre groupe, peut-être par goût de l'aventure, ou parce que la cause les séduisait. Quelques anciens militaires également, très peu. La plupart d'entre nous n'avions pas été formés militairement. Moi, je n'avais pas fait mon service militaire, par exemple. Alors je rappellerai juste quand même que c'était pas une petite partie de plaisir, puisque l'un de nos camarades de l'époque, Stéphane Zanetacci, a été tué, est tombé pendant cette période. La guerre, ça tue, on a souvent tendance à l'oublier. Et donc on aurait une pensée d'ailleurs à ce propos pour Zanetacci, qui était décédé, je crois, en août... en juillet, 23 juillet 1976, voilà. Et depuis, il y a une association qui s'est créée où on retrouve un certain nombre de sympathiques amis, qui est l'association des anciens. Tout à fait. Pourquoi pas, des anciens combattants. J'en suis un des fondateurs avec Emmanuel, avec Francis Bergeron, que vous avez cité tout à l'heure. Jacques Arnoux. Et puis notre ami Gilles Soulas, bien sûr. D'accord, oui, bien sûr, Gilles, j'avais oublié. N'oublions pas. Il ne nous en voudra pas, j'espère. Voilà. Bon, alors revenons un petit peu à la chute de l'Empire occidental. Alors, vous avez... j'ai oublié juste un élément important, parce qu'il faut le signaler. Vous avez commis un autre livre, avant ce livre, qui est, on va peut-être en parler en 2 mots, qui est une biographie d'Otto Skorzeny. Tout à fait. Voilà, alors Otto Skorzeny, parlez-en, après tout, c'est vous qui le connaissez mieux, puisque vous avez fait une biographie. Otto
Otto Skorzeny, on ne le présente plus. On ne le présente plus, oui. L'homme le plus dangereux d'Europe, disaient les Anglais. Les Anglais l'ont c'est officiellement appelé, déjà. Oui, l'homme le plus dangereux d'Europe. Le sous-titre de ce bouquin que j'ai écrit, c'est l'homme le plus dangereux du Troisième Reich. Tout ça était assez exagéré. C'était quelqu'un d'assez exceptionnel, c'est vrai. C'était un combattant hors pair, mais c'était pas l'homme le plus dangereux du Troisième Reich. Que peut-on dire sur Skorzeny ? Sa vie est un roman. Sa vie avant la guerre, c'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime les femmes, qui aime l'alcool, qui aime bien manger, bien boire, s'amuser, faire du sport. Il tombe dans la guerre. Il y avait cette cicatrice sur la joue. Oui, c'est un duel d'étudiants. Un duel d'étudiants, mais c'était une tradition. C'était pas une. Il l'arborait un peu comme une décoration. C'est une fierté. C'est une fierté. Une fierté, oui. Ça a d'ailleurs été interdit par le Troisième Reich. Il s'était lui-même opposé à cette interdiction. Comme il n'était qu'un tout petit militant du NSDAP à l'époque, ça n'a eu aucun effet. D'accord. Alors sa carrière, elle a démarré en fait après, à partir de 1943, lorsqu'il a enlevé Mussolini. Bah oui, c'est son fait d'armes qui restera dans l'histoire. Délivré, le grand assaut. Enlevé assez joli et délivré pour Mussolini, quoi. Oui. Or, Mussolini est tombé d'une prison dans une autre, puisqu'en fait, il était déjà désabusé, il n'avait plus du tout envie de se battre. Bon, Hitler lui a donné l'ordre de libérer Mussolini. Il a accompli ça de façon extraordinaire. En plein air, oui. Il a ramené lui-même Mussolini à Munich, dans son avion, dans son petit avion. Ça a déclenché à ce moment-là en Allemagne un formidable élan de popularité. Il a été mis en valeur par le parti, par les instances du parti, alors qu'il a fait ça comme soldat. On lui a donné une mission, il l'a accomplie. Il ne voulait pas être une vedette. Il ne détestait pas non plus. Il aimait bien la publicité. Alors ça a lancé sa carrière, alors qu'auparavant, c'était un tout petit officier. Le spécialiste quand même déjà des coups de commando. C'est son premier coup de commando. C'est son premier coup. Mais il avait effectivement pour mission d'organiser une unité commando à partir de rien. Qui concurrençait les commandos de l'amiral Canaris. Ouais. Alors, écoutez, donc tout ça, on le retrouve, on ne va pas s'étendre évidemment, on trouvera ça dans le livre de l'émission, mais ceux qui voudront en savoir plus, eh bien, je les invite à lire le livre de Michel Vial, Otto Skorzeny, édité aux éditions... Histoire et collection. Histoire et collection, voilà, bon, je pense qu'on va le trouver facilement sur Internet ou dans les librairies... Un petit mot. Je préciserai également que depuis l'apparition de la chute de l'Empire occidental, j'ai écrit un autre livre. Ah oui. Enfin, je l'avais écrit avant, mais il a été publié depuis. C'est une biographie du colonel Chateau-Jobert. Ah d'accord. Connu sous le nom de Conan. Oui. Alors Chateau-Jobert, il est connu dans nos milieux, notamment pour son engagement dans la contre-révolution. Pour l'Algérie française aussi. Et pour l'Algérie française. Et là, oui, évidemment, j'en parle surtout, je parle uniquement de sa carrière militaire. Depuis la Seconde Guerre mondiale, où il était chef d'une unité parachutiste, où il a accompli des choses extraordinaires. Ensuite, il y a eu l'Indochine, il y a eu Suez, l'Algérie, et évidemment, l'engagement dans l'OAS, ce qui lui a valu évidemment une fin de carrière prématurée. Et qui a écrit ensuite de ça un certain nombre de livres qui sont publiés d'ailleurs aux éditions de Chiré pour la plupart d'entre elles, donc que l'on peut trouver... Un peu dépassés. Oui, c'est des livres qui ont été écrits dans les années 50-60, donc 60. Il a utilisé le temps qu'il avait lorsqu'il était en clandestinité pour rédiger tout ça. Oui, voilà. Et donc un livre sur Chateau-Jobert, c'est intéressant, c'est bien. Chiré a réédité d'ailleurs il n'y a pas très longtemps je ne sais plus lequel, son manifeste contre-révolutionnaire, ou je ne sais plus, qui a été réédité par Chiré. Enfin bon. Et alors donc, il y a quelques mois, on a publié ensemble La chute de l'Empire occidental. Alors parlez-nous un petit peu des motivations, de ce qui vous a poussé. C'est quoi l'Empire occidental? Alors justement, l'Empire occidental... Déjà commençons. Bon. Et la chute, c'est quoi? C'est une analogie avec la chute de l'Empire romain. L'Empire romain s'est délité peu à peu, bien sûr. Sa chute n'a pas été brutale comme la chute de l'Empire soviétique, mais elle a été longue. Ça a été une lente agonie. L'Empire occidental, qu'est-ce que c'est? Il ne s'agit pas d'un empire politique, un empire territorial, c'est un empire culturel. C'est notre civilisation. Une civilisation qui a en fait dominé le monde, je dirais, à partir du XVIe siècle jusqu'à une période récente. Oui. Jusqu'à la... Disons, c'est difficile de dater, mais 1914 a certainement été le début de la fin.
le suicide européen et occidental a précipité une chute inexorable. Donc l'Empire occidental, d'autres grandes puissances, notamment les États-Unis d'Amérique, ont pris l'avantage à partir de la guerre de 14-18. Certainement. Sur les empires britanniques, français, allemands, russes. Les États-Unis, pour ma part, font partie de l'Empire occidental. C'est le monde occidental. Le monde occidental, c'est le monde chrétien, à l'origine. C'est ce qu'on appelait la chrétienté autrefois. Et c'est celui qui s'est imposé au monde par la science, d'abord. Les découvertes, la plupart des grandes, je le dis dans le livre, mais la quasi-totalité des grandes découvertes, ce sont, à partir du XVe siècle, ce sont les Occidentaux, essentiellement, évidemment, les Européens à l'époque. Elles sont dues aux Occidentaux. Si vous englobez les États-Unis dans l'Empire occidental, leur domination jusqu'à notre époque, jusqu'au XXIe siècle, elle est incontestable. Leur domination politique et militaire. Politique, oui, mais pas hégémonique aussi. Culturel, l'American Way of Life, c'est une réalité. Ils sont en déclin également, puisque... ils sont en déclin, oui, mais ils ont quand même dominé incontestablement, que ça plaise ou non. Et ils continuent de dominer, mais ils font face à d'autres adversaires qui commencent à poindre leur nez. On pense en particulier à la Chine, on pense en particulier à... Puis le monde islamique. Et au monde islamique, bien sûr. Parce que le grand adversaire de la chrétienté, et c'est toujours le cas, c'est l'islam. C'est la civilisation islamique qui a été mise en sommeil parce que nous étions... nous, ce sont naturellement les Occidentaux, les chrétiens, nous étions dominateurs, sûrs de notre droit. Nous n'avions pas de problème de conscience pour imposer notre civilisation au monde entier et notre religion pendant des siècles. Depuis quelque temps, c'est différent. Justement, peut-être que le fond du problème, ce fameux débat entre la notion d'Occident et de l'Europe, bon, c'est un petit peu qui sont en opposition finalement, quelque part aujourd'hui. Quand, par exemple, dans les années 80 ou 90, certains éléments de la droite... par exemple, en France, c'était le cas de la nouvelle droite, par exemple. En Italie, c'était le cas de tous les courants raotistes et tout ça, qui avaient ce slogan « Au-delà de l'Occident », Oltre Occidente. C'était déjà aller au-delà de l'Occident, c'est-à-dire, en fait, l'Occident, comme vous le disiez à l'instant, qui était l'Empire occidental, regroupe l'Amérique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, tout ça. L'Argentine. Bon, voilà. Et est-ce que l'opposition à cette... que l'on pourrait aujourd'hui imaginer à cet empire occidental qui quelque part a dégénéré aussi, et ça vous l'expliquez très bien dans le livre avec tout un tas de raisons, mais ça on va en reparler après. Bon, mais ne serait pas justement le fait que cet empire occidental s'est bâti au détriment de la civilisation européenne finalement, parce que elle s'est diluée quelque part dans moult autres ensembles, et voilà, c'est un petit peu ce qu'il y a. La civilisation européenne est une civilisation qui a... Est-ce qu'on peut dire, pardonnez-moi de vous interrompre, mais juste pour terminer ce que je veux dire, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Amérique les États-Unis d'Amérique sont encore dans la même logique que ce qu'était la civilisation européenne? Voilà, je le pense. Oui, vous pensez? Il me semble quand même qu'il y a eu un empire européen, des nations européennes, puisque généralement ils se faisaient la guerre entre elles, mais jusqu'à effectivement la guerre de 14-18, qu'à partir de là, les États-Unis, qui ont d'ailleurs bien poussé au conflit entre les nations européennes, voilà, ils en ont extrêmement profité, et eux ont dominé en gros tout le XXe siècle, surtout après la Seconde Guerre mondiale, et qu'aujourd'hui, c'est effectivement, comme le titre de votre livre l'indique bien, c'est la chute du monde occidental, c'est-à-dire le monde occidental des États-Unis d'Amérique. C'est eux l'Occident plus que l'Europe. L'Europe ne fait déjà plus partie de ce monde-là. Ce monde-là a été détruit entre autres par les États-Unis. Croyez bien que je le regrette. Tout à fait. Mais c'est-à-dire, moi je pense qu'on ne peut pas associer les deux. Il faut dissocier à la fois les empires européens jusqu'à la guerre de 14-18, ensuite l'empire américain, qui lui arrive effectivement aujourd'hui à un début bien accéléré même de chute, puisque même les dossiers de la CIA, il y a cet avantage aux États-Unis, c'est qu'ils publient tout, ils ont une parole assez libérée, et la CIA a fait un dossier montrant que la puissance américaine
en avait, alors ça date d'il y a une dizaine d'années, en gros pour 30 ou 40 ans, donc globalement, d'ici 2040, la puissance américaine aura totalement disparu. La puissance américaine, comme on la conçoit aujourd'hui. Je ne dis pas que le pays aura disparu. Je dirais que le régime du pays ne disparaisse pas. Voilà, c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. N'est-ce pas parce que justement, à la puissance américaine ou à l'empire occidental se substitue l'empire mondial aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez cette idéologie mondialiste qui est transcontinentale, qu'on retrouve aussi bien chez les Asiatiques que chez les Américains, qu'en Europe, que partout. Bon, et donc, est-ce que ce n'est pas justement cette idéologie mondialiste qui va au-delà de l'idéologie de l'empire occidental, elle est au-delà de la civilisation européenne, qui elle-même allait au-delà des civilisations, les différentes civilisations qu'il y avait en Europe avant, et aujourd'hui, cette volonté d'imposer un empire mondial dans lequel les États-Unis seraient finalement, au même titre que l'Europe d'ailleurs, un simple élément, quoi, un simple canton. Donc voilà, est-ce que c'est pas ça ce à quoi on assiste aujourd'hui? Et ce qui explique que cette idéologie mondialiste qui est derrière, évidemment, est de plus en plus éloignée de ce ce que sont nos traditions européennes et puisque cette idéologie repose d'abord sur le virtuel, sur l'argent, sur le consumérisme. Voilà, donc on n'est plus du tout dans la même logique que celle qu'on a pu connaître dans le passé. Et je crains je pense que ce soit hélas cela qui... Alors bien souvent d'ailleurs nos amis ou les gens disent ah oui mais tout ça c'est à cause de la vision américaine des choses. Là, voilà. Je crois bon, évidemment il y a les mondialistes, il faut bien qu'ils soient quelque part. Alors la plupart sont... Oui, il y en a beaucoup chez nous. Il y en a chez nous, mais Wall Street c'est à New York et New York c'est en Amérique. Voilà, donc... leur nom est explicite. Ils sont mondialistes, ils ne sont pas uniquement à New York ou à Paris. Soros n'habite pas à Bamako, il habite aux États-Unis. BHL l'a dit lui-même, il est cosmopolite. Voilà, ils sont cosmopolites, il est cosmopolite, voilà, c'est ça. Et c'est ce que je dénonce dans ce livre. Mais comme il faut bien être physiquement quelque part, beaucoup sont aux États-Unis, c'est vrai. Et c'est exactement ce que vous dénoncez dans ce livre. Alors justement, et c'est ça qui est passionnant, parce que ce livre, vraiment... Bon, si je le dis, évidemment, vous allez me dire, bah oui, c'est normal, t'es l'éditeur, t'en fais la promotion. Bon, bien sûr, oui, ok. Mais ce livre tout est analysé d'une manière simple, avec un langage compréhensible de tous. Et ça, c'est ce qu'il y a de bien, c'est que c'est vraiment un livre qu'on peut mettre entre toutes les mains, tout le monde comprendra, et tout le monde verra tous les symptômes de cette décomposition, et tous ceux qui la veulent. S'il y a quand même eu un président qui a voulu arrêter la chute du monde occidental, donc de la puissance américaine, ça a bien été Donald Trump. Et donc là, a priori, Joe Biden va lui succéder et il annonce qu'il va faire le contraire de la politique de Trump. Donc, pour les mondialistes, va accélérer la chute du monde occidental ou non? Absolument. Pour les mondialistes, tout rentre dans l'ordre. Trump a été une erreur pour eux. Ça a été une anomalie, on l'a laissé gagner. Ils l'ont laissé gagner, plutôt. Et parce qu'ils n'ont pas pu faire autrement. Ils n'ont pas pu faire autrement, mais je crois qu'ils n'ont pas bien analysé le personnage avant sa première élection. Ils pensaient que c'était un clown, et ils l'ont finalement laissé faire. Il n'avait pas trop le choix, il a été élu. Et je pense sincèrement qu'il a été réélu d'ailleurs, mais que la fraude électorale a été telle que il a été le candidat mondialiste Biden l'a emporté. Et l'emportera. Ils sont très 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 puissants. C'est ça leur force. Ils sont extrêmement puissants. Ils disposent de réseaux gigantesques. Ils ont des financements également gigantesques. Et les gens qui osent s'opposer à eux, ils ne font pas beaucoup de poids. Même un Trump qui a quand même du caractère et de l'argent et qui a été à la tête de la première puissance mondiale. Il y en a quelques-uns. Alors, on ne sera peut-être pas tout à fait d'accord là-dessus. Certainement. Alors, il faut bien quand même. C'est un espace de liberté ici. Vladimir Poutine. Il y en a un. Il y a Vladimir Poutine. Alors bon. Attention, je suis pas contre Vladimir Poutine. On a déjà parlé. C'est pour ça que je peux permettre de dire ça. Oui, je sais. Allez-y. Je ne suis pas russophile, ça c'est clair. Ouais. Parce que je pense que la Russie est un monde à part. Et nous, Européens, parce que je m'inclus dans une Union européenne, une véritable Union européenne, pas ce qu'on connaît actuellement, pas ce machin informe et mondialiste. Une civilisation européenne. Une civilisation européenne. Les Russes en sont exclus, non pas qu'ils ne soient ni chrétiens ni européens, ils le sont partiellement.
C'est le problème. Moi, je suis tout à fait sur cette longueur d'onde. Je me déclare même européiste, c'est pire que tout. Mais moi, je voudrais que la Russie, et pour moi, elle fait partie intégrante de l'Europe, mais je me mets à la place des Russes. Pour eux, ils sont autant à cheval sur l'Asie que sur l'Europe. Et puis on peut pas avoir Donc, on ne peut pas les annexer s'ils ne veulent pas. On peut pas. Non, puis il y a autre chose. C'est une grande puissance. C'est une super puissance. Même si c'est plus l'Union soviétique d'autrefois. On ne peut pas avoir une union en Europe avec une superpuissance qui serait membre à part entière, au même titre que la Lituanie ou le Portugal. On a voulu le faire lorsqu'il était... Maintenant, c'est passé de mode, mais lorsqu'on voulait faire rentrer la Turquie dans l'Union européenne. Ça aurait été le pays le plus important en nombre de députés par la population. Oui. Le seul pays complètement musulman. Et la Turquie n'est pas européenne. Non. Et heureusement, son entrée dans l'Union européenne n'est plus d'actualité. Il y a 10% du territoire turc qui est européen, c'est tout. Voilà. Oui, mais la géographie, c'est une chose. Et puis la culture en est une autre. Je me sens plus proche d'un Néo-Zélandais que d'un Turc. Oui, mais ça, c'était l'argument qui était avancé par les gens qui voulaient que la Turquie rentre dans l'Europe. Je précise, c'est pas ce que je dis. Je précise quand même. Alors, les Russes sont en grande partie européens. Ils sont dirigés par des Européens. Vladimir Poutine est incontestablement un Européen comment dire, ethniquement, culturellement. Les Biélorussiens. Comment ? Les Biélorussiens. Il est biélorussien ? Je pense que non, les Russes. Non, les Russes. Non, à ma connaissance. Mais c'est le poids économique, démographique, militaire que représente un pays comme la Russie dans une union de pays de petite et de moyenne importance. Ce serait disproportionné. C'est aussi disproportionné que l'OTAN. L'OTAN, on a les États-Unis, qui sont la superpuissance, et puis les pays de moins d'importance, comme la Norvège, comme la France, comme l'Espagne. Bon, c'est complètement disproportionné. C'est forcément l'OTAN. L'OTAN est forcément dirigée par les États-Unis. Et une Europe avec la Russie inclus, ce serait une Europe russe. Tout simplement. Oui, c'est peut-être pour ça. Enfin, moi, je suis contre l'Europe. Moi, la seule Europe qui me convienne, c'est l'Europe française. Oui, de Louis XIV, de Napoléon. Mais si vous voulez, moi, par rapport à Philippe, je suis peut-être un petit peu plus eurosceptique que lui. Enfin, lui, il l'est pas du tout, d'ailleurs. Donc, j'ai pas de mal à l'être un peu plus que lui. Mais je suis très sceptique sur l'Union européenne. Moi, je considère que l'Europe, c'est une complémentarité de nations. Une complémentarité de nations qui ont tout intérêt à s'entendre plutôt qu'à se faire la guerre. Ça, c'est bien clair. C'est une civilisation. Maintenant, l'Union européenne, comme la nation européenne, comme certains de nos amis en parlent parfois, je reste quand même assez. Bon, voilà. Donc, je pense que c'est une complémentarité de nations qui a intérêt à marcher dans la même direction et d'aller et de s'entendre sur bien des choses. Maintenant, on peut s'entendre les uns les autres sans forcément s'unir complètement. Voilà. Donc, je pense que chacun a le droit quand même à avoir son autonomie et son indépendance. Et la Russie, peut faire partie de cette complémentarité de nations. Voilà. Pourquoi pas? Donc maintenant, ce n'est pas forcément une union comme on en parlait tout à l'heure. Je suis absolument opposé à cette union. Moi. Oui, on est d'accord. On est d'accord. En fait, finalement, on ne va pas être d'accord, mais on est d'accord. Mais alors, c'est Philippe qui n'est pas d'accord avec nous. Non, mais il y a une grande absence. C'est quand même la Chine. Oui. Alors, avant de parler de la Chine, on va peut-être faire une petite pause, mon cher Philippe, parce que je sais que vous êtes très loquace sur la Chine, mais vous serez encore plus loquace en nous donnant connaissance de votre chronique que l'on retrouve sur le site Euroliberté, sur le site Synthèse Nationale et dans le quotidien présent. Et aujourd'hui, je vais vous parler du trafic de médicaments, lorsque le dégoût va au-delà du mal. Alors que 61% des Français sont réticents, et pour certains franchement opposés, à l'idée de se faire vacciner, ce n'est pas le démantèlement d'un trafic de médicaments et de produits dopants en Europe, principalement des anticancers, antiviraux et anxiolytiques, en provenance de Chine, qui va les faire changer d'avis. 667 personnes ont été arrêtées dans une vaste opération contre un trafic de médicaments et de substances dopantes, indique Europol dans un communiqué. L'opération, qui s'est déroulée dans toute l'Europe, a été dirigée par la France, la Finlande, la Grèce et l'Italie entre mars et septembre 2020. Au cours de cette opération, 25 groupes criminels ont été démantelés. Et ces mêmes criminels sont soupçonnés également de trafic de produits médicaux contrefaits contre le coronavirus Covid-19. Près de 33 millions de masques et tests ont ainsi été saisis, ainsi que 70 000 litres de gel hydroalcoolique. La majorité des produits
venaient de Chine, précise encore l'agence européenne spécialisée dans la répression de la criminalité. Pour ceux qui l'ignoreraient, le trafic de médicaments est bien plus rentable, jusqu'à 10 fois plus que le trafic d'héroïne. Nous avons des vrais groupes criminels, organisés notamment d'Europe de l'Est et d'Europe du Nord. C'est une criminalité qui est extrêmement lucrative, indique le général Jacques Diacono, qui dirige l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. À l'échelle mondiale, le trafic de médicaments est estimé à 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. On estime d'ailleurs à 1 million le nombre de décès chaque année dans le monde dus directement ou indirectement à l'absorption de médicaments contrefaits. Qu'en est-il maintenant en France avec l'introduction des génériques dont la qualité va d'un médicament superposable à celui d'origine à celui de peu efficace ou de mal toléré ? On ne peut que mépriser les individus peu ragoûtants qui volent des pauvres ou des personnes âgées. Mais que penser alors de ceux que cela ne gêne pas d'escroquer des malades ? J'ai rarement ouvert une porte par mégarde sans découvrir un spectacle qui me fit prendre l'humanité en pitié, en dégoût ou en horreur, a écrit Anatole France. C'était dans La vie en fleurs. C'était spécialement, j'avais eu l'occasion de faire une conférence sur les maladies en Afrique et j'avais découvert effectivement ce trafic de faux médicaments qui tue chaque année vous êtes spécialiste de la médecine maintenant je suis pas spécialiste de médecine. Moi, je suis juste intéressé à ce sujet pour une conférence, oui. Et surprenant, madame. Il est toujours. C'est pas moi qui explique comment on soigne les gens. Je rapporte juste le fait qu'il y ait de tels scandales. Ça m'avait frappé à l'époque. Non, mais cela dit, c'est vrai qu'il y a... Comme partout, il y a des abus. Oui, je reviens. Donc, je rappelle que nous recevons aujourd'hui Michel Vial. Michel Vial, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle La chute de l'Empire occidental, qui est sorti il y a quelques mois maintenant, au mois d'octobre, je crois, si je me souviens bien. Au mois de juin, voilà. Aux éditions, dans la collection Les Bouquins de Synthèse, la collection Idées. Et donc, vous analysez toutes les raisons de cette chute de l'Empire occidental. Alors ça va des raisons à la fois évidemment politiques, des raisons démographiques, des raisons, et puis aussi vous abordez le problème du langage, de l'écologie, de tous ces différents aspects qui sont les symptômes. Qui sont les symptômes de la décadence. De la décadence, ouais. Expliquez-nous un petit peu. J'ai écrit ça parce que j'étais d'abord concentré sur le langage, sur la façon dont on parle aujourd'hui. Moi, je suis très attaché. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais je crois qu'à l'origine de ce livre, vous écriviez un article pour Présent. J'avais fait l'article pour Présent. C'était trop long. Et vous en avez eu, alors, je l'ai envoyé, c'était trop long, ça ne correspondait pas à l'actualité. Vous racontez ça dans le... Oui, tout à fait. Et finalement, je me suis dit, je vais continuer. Je vais continuer. Et ce qui m'a d'abord alerté sur notre décadence, dont je suis un témoin, comme beaucoup d'autres, comme nous tous, c'est la façon de s'exprimer. Je parle de France Inter, parce que j'écoute France Inter, non par choix. Simplement, j'habite dans une zone où on capte pratiquement rien, dans la Nièvre. Et j'écoute... Le seul poste que j'arrive à écouter, c'est France Inter, à part les radios locales, naturellement. Et quand j'entends les thèmes abordés, naturellement, n'en parlons pas, mais c'est surtout le vocabulaire utilisé. Bonjour à toutes et à tous, celles et ceux. Ça m'a déjà énervé, ça. Pourquoi dire celles et ceux ? Non, le français est ainsi fait que quand on dit ceux, ça s'adresse également aux femmes. C'est pas du sexisme, c'est pas du machisme. D'ailleurs, c'est pas du masculin, c'est du neutre. C'est du neutre, absolument. Le neutre ayant disparu de notre langue, on utilise le masculin qui en fait fonction. Et puis le vocabulaire, écocide, cette novlangue qui peut prêter à sourire. En tout cas, alors, au départ, ça fait sourire. Mais finalement, quand on analyse ça, il y a une volonté derrière. On sent qu'il y a une volonté de formater les esprits. Et cette volonté, elle n'est pas neutre. Elle part pas du néant. Cette volonté, c'est celle des agents du mondialisme, qui veulent absolument que les Français, pas seulement les Français d'ailleurs, mais ça reste aux Français. Les humains deviennent...
en tout cas les occidentaux, les autres m'intéressent moins, je veux dire, sont moins nerveux. deviennent uniquement des consommateurs. Des consommateurs interchangeables, sans racines. Sans racines, ça les intéresse pas ça n'intéresse pas les mondialistes qu'on ait des valeurs, des racines, qu'on s'intéresse à notre terroir, à notre histoire, à notre patrimoine. Ils veulent des consommateurs. Alors, on formate les gens depuis l'éducation nationale, qui est un grand agent de notre décadence, en utilisant une novlangue, pour reprendre l'expression de George Orwell. Donc j'ai commencé par le langage, qui m'a semblé être un symptôme évident de notre décadence, du déclin de civilisation. Et puis j'ai abordé d'autres thèmes. Il y en a un que j'ai pas cité, que j'ai pas dans le livre, que j'ai volontairement occulté, c'est la transformation du vivant. La GPA, la PMA, enfin tout ce qui le transhumanisme, et puis tout ce qui aboutit finalement à la négation de la famille, de l'idée de famille, qui est quand même la base de notre société. Qui était la base de notre société, parce que de plus en plus, c'est mis à mal. Pardon. Même la crise du Covid a mis ça en exergue, où on a osé dire aux familles de ne plus se retrouver les jeunes avec les anciens, parce que les jeunes étaient un danger pour les anciens. On n'a pas encore les conséquences de tout ça, mais le nombre de personnes âgées qui en EHPAD ou seules chez elles ont souffert, voire sont mortes de cet isolement, c'est important. Mais ça fait aussi partie d'une chose en disant la famille, ce n'est plus l'axe autour duquel tout le monde doit... Voilà, c'est plus la cellule de base. Alors oui et non, on a tout fait pour le détruire, ça on est bien d'accord, et nul ne nie. Mais je pense aussi que comme toute chose que l'on interdit, toute chose que l'on essaye d'empêcher d'être, finit par se refaire. Et moi j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais que la notion de famille est quelque chose qui revient depuis quelques années, alors qu'on a vraiment tout fait pour la détruire. Et j'ai l'impression, enfin peut-être que ça concerne, je suis peut-être mal placé pour avoir un avis global, mais enfin en tout cas, moi personnellement, je pense que c'est quelque chose qui aurait tendance à revenir, peut-être pas sous la forme qui a été celle d'il y a 50 ou 100 ans, mais en tout cas... on l'a vu même pendant toute la période de confinement, des gens qui se sont retrouvés en famille chez eux, tout ça, c'est quand même... Je ne partage pas cet optimisme. Non, c'est mon avis, mais je comprends, je concède. En tout cas, c'est factuel. Ouais. Ça ne durera pas. Peut-être. Moi, j'en parlais sur le fait que ça m'a vraiment choqué quand on a osé dire aux gens, pour protéger vos anciens, surtout n'allez pas les voir. Et là, il n'y a rien de pire que ça. C'est à peine si on ne pouvait même par Skype ou par WhatsApp parler aux anciens, on leur transmettait le Covid. Couper la bûche en deux, donnez-la à papy et à mamie. Dans la cuisine. C'est vraiment prendre des gens pour les cons, là. C'est différent. Là, on atteint des sommets. On atteint le sommet, quoi. Il faut dire que le dénommé Castex, c'est du gratiné. Il faut dire qu'on est toujours... Vous ne trouvez pas sorti d'un casting de film de Max Pécasse? Écoutez, c'est tragique parce qu'il ne fait pas rire Castex, sauf si on se dit, tiens, on a l'impression qu'il sort vraiment d'un film dans les années 70 qu'on appelait Les Pochades, avec le gars un peu abruti qui vient là raconter des bêtises. Bourvil dans le cerveau. Voilà, c'est insulter Bourvil qui avait... qui avait du talent et qui avait... Alors que lui, voilà, et on a toujours l'impression qu'à chaque déclaration, il va finir ça par dire « Oh la boulette !» Voilà, c'est dramatique et c'est Premier ministre de la France. Oui, la fonction est mineure. Oui. Et de plus en plus. Alors, revenons à votre livre sur la chute de l'Empire occidental. Alors, je m'étends également pas mal sur l'islam. Sur l'islam et l'islamisation. Je crois que c'est avec le mondialisme, c'est la menace principale qui pèse sur notre société, sur notre civilisation. L'islam, qu'on a dominé pendant un certain temps, tout le 19e siècle et une bonne partie du 20e siècle, se retrouve maintenant en position de conquête, de reconquête. Reconquête morale, il ne s'agit pas de faire la guerre, ils en sont incapables. La dernière fois que les armées occidentales se sont affrontées à une armée musulmane, c'était quand justement le colonel Château-Jobert a sauté sur Suez. Oui. 2 régiments de parachutistes, un Britannique et un Français, ont défait l'armée égyptienne en quelques heures. Bon.
la conquête militaire est impossible pour eux. Mais la conquête pacifique, il s'agit de conquête pacifique par l'immigration de masse, l'immigration sauvage, comme on disait dans les années 70, ça c'est une réalité. C'est par le ventre de nos femmes que nous... et oui, et c'est doublé également de notre mauvaise conscience. La mauvaise conscience, ça, c'est eux qui nous l'instillent. Mais pas seulement eux, ce sont nos intellectuels, notre intelligentsia, qui nous dit, nous sommes des prédateurs. Nous avons pillé l'Afrique, nous leur devons quelque chose. La colonisation, c'est mal. Donc ce complexe... Les colonisés, on leur disait avant, vous n'avez rien, on vous apporte la civilisation, vous nous êtes redevables. Oui. C'est la même façon de justifier... Les deux discours sont faux d'ailleurs. Hein. Les deux, parce que bon, on leur apportait la civilisation, oui, dans une certaine mesure. Il y avait une volonté... On leur a imposé la nôtre, ils en avaient une qui valait ce qu'elle valait. Il n'y avait pas la technique, il n'y avait pas le progrès, certes, mais ils avaient une civilisation. Ils avaient une civilisation, on peut en penser ce qu'on en veut, mais elle n'était pas de la même nature que la nôtre. Mais donc il y a ces deux phénomènes, notre mauvaise conscience, le sanglot long, pas le sanglot long, c'est le sanglot de l'homme blanc, je ne sais plus qui avait écrit ça. Non, Roger Hollande. C'est Roger Hollande. Oui, c'est Roger Hollande qui avait... je crois que Rudyard Kipling l'avait écrit. Avant lui. Non, mais dans le milieu, j'entends. Donc cette mauvaise conscience des Occidentaux qui ont colonisé, qui continuent, si on en croit, ce qu'on appelle aujourd'hui les indigénistes, et les décoloniaux. Repentance perpétuelle. Qui nous force à la repentance. Donc on continue à piller l'Afrique, paraît-il. Donc cette mauvaise conscience, associée à une volonté de conquête de l'Occident décomplexée de la part des musulmans. Je ne dis pas les islamistes, je dis les musulmans. L'islamiste, c'est un faux... Il n'y a pas d'islam et d'islamistes. Il y a non, l'islam, tout simplement. Il y a l'islam. Les musulmans veulent conquérir. C'est normal. On ne peut pas leur reprocher. C'est une civilisation, c'est une religion prosélyte. Et conquérante, comme l'était le christianisme aussi en son temps. C'est toujours le même débat. C'est toujours le même débat. On ne peut pas reprocher, évidemment, à l'islam de vouloir s'implanter. On ne peut pas reprocher à des musulmans qui habitent dans une ville de vouloir une mosquée. En revanche, on peut reprocher au maire de la ville de leur accorder une mosquée et voire de la financer, comme ça a été Ils sont dans leur logique de conquête des âmes, puisqu'ils veulent nous islamiser, ce qui est normal, c'est un devoir pour eux, comme notre devoir de chrétien serait d'évangéliser la terre entière. C'est un devoir que nous avons oublié. Tous les chrétiens ne sont plus, effectivement, ne sont plus dans cette optique-là, sauf les évangélistes américains, Absolument. qui, eux, continuent à vouloir être conquérants. Ils sont fidèles, finalement, à la parole du Christ. Le plus grand nombre de conversions actuellement, contrairement à ce que l'on pourrait penser à première vue, n'est pas de celui des chrétiens vers l'islam, mais des musulmans ou autres vers les évangélistes. Alors donc je les constate... évangélistes sont généralement au premier rang dans l'affrontement avec les musulmans. Bien sûr, puisqu'ils n'ont pas de complexe. Au contraire des catholiques, quand ils envoient des missionnaires, c'est certainement pas pour évangéliser, c'est pour faire du caritatif. C'est bien le caritatif, mais il y a quand même le message du Christ qui est quand même de répandre sa parole partout. Et d'évangéliser la terre entière, c'est normal. Nous appartenons à une religion prosélyte. Les musulmans aussi. Donc nous allons forcément vers un affrontement. L'affrontement a toujours eu lieu d'ailleurs. Un affrontement qui n'est pas forcément un affrontement violent, mais l'affrontement est permanent. On parlait du Liban en ouverture de ce débat. Au Liban, les chrétiens et les musulmans sont affrontés. C'est normal. Il y a deux communautés qui cohabitent, qui sont antagonistes. C'est l'éternel problème. Est-ce que deux peuples peuvent vivre sur la même terre ? C'est le même peuple. Est-ce que deux civilisations peuvent vivre sur la même terre ? C'était le problème entre le Pakistan et l'Inde également. Absolument. Même pas aller si loin. Vous prenez l'Irlande du Nord, vous prenez... ça a toujours été le même problème. Donc... Alors... Je vous posais la question tout à l'heure, vous n'avez pas eu le temps de répondre pour lui faire ma chronique, mais et la Chine dans tout ça, parce que c'est quand même dans la chute du monde occidental, c'est la puissance en Asie qui s'impose. J'y crois pas tellement. La Chine, c'est un tigre de papier pour moi. Ils sont extrêmement fragiles. L'expression. Oui, l'expression est connue. Mao Tse-tung à propos des États-Unis. Ils ont des grandes faiblesses
Je ne pense pas qu'ils puissent s'imposer. Ils s'imposent uniquement, comme d'ailleurs les musulmans, par notre faiblesse. Oui, ils font du commerce. Puis leur but, c'est pas de nous conquérir, c'est de prendre des parts de non, marché. Il n'y a aucune volonté de conquête territoriale, politique, ni religieuse. Militaire. Non, ni religieuse. Ils n'ont pas de religion. Non, ni même politique. Ils ne cherchent pas à implanter ni leur civilisation, ni leur modèle politique. Oui. Non, eux, c'est du business. Ils veulent faire du business. C'est fragile. C'est fragile parce que leur technologie n'est pas assurée. Ils vivent des transferts de technologie. Ils n'ont rien inventé, les Chinois. Rien. Depuis l'invention de la poudre à canon, rien du tout. Enfin, ils ont fait la poudre à canon, mais ils n'ont pas fait les canons. Voilà. C'est un peu ancien. Oui. Reconnaissons que la Chine moderne n'a rien inventé. Ils sont allés effectivement sur la Lune, oui. Enfin, en reprenant tous les... ils ont envoyé un robot sur la Lune. Ils sont capables de, reprenant les technologies que les Occidentaux ont inventées, ils sont capables de faire des choses extraordinaires. Mais on leur retire ces technologies. Je doute qu'ils parviennent au même résultat. Et si on coupe les relations commerciales avec eux, actuellement, c'est impossible. C'est impossible. Oui, tout est fabriqué chez eux. Oui. Ce qui est formidable, c'est que on était en pénurie de masques quand il y a eu l'épidémie de coronavirus, et on a continué à commander des masques chez eux au lieu de les fabriquer en France. Mais les médicaments, les composants des médicaments étaient faits en Chine. Imaginons qu'une crise soit plus grave que celle du Covid. C'est une crise un peu artificielle, reconnaissons-le. Il me semble. À moins de 3% de morts au niveau mondial, c'est effectivement dérisoire. C'est dérisoire. Bon, dérisoire. On a fait ça a arrêté le monde quand même, mais c'est oui, dérisoire. Mais pourquoi ça, je pense que dans les siècles futurs, on se penchera sur cette crise en disant, mais à cette époque, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Encore une fois, là, c'est la Chine qui tire les marrons du feu, parce que leur taux de croissance... Elle exporte le virus, elle exporte les masques, elle exporte bientôt le vaccin. Les vaccins. Ils sont tout gagnants. Non, mais imaginons que une crise plus grave se produise, une crise politique, militaire ou autre, et qu'il n'y ait pratiquement plus de commerce international. On peut pas tenir le coup. Tout est fabriqué là-bas. Enfin, les produits manufacturés viennent d'Extrême-Orient, pour la plupart. Mais vous savez, comme j'ai déjà eu l'occasion d'ailleurs de le dire sur cette antenne, le problème qu'avait la Chine aussi, c'est qu'au moment du premier confinement, surtout, c'était... Après, évidemment, c'est la suite, mais il faut savoir une chose, c'est qu'en Chine, il n'y a pas très très peu de ports en eau profonde. C'est-à-dire que tout ce qui est fabriqué en Chine pour être chargé sur les bateaux sont d'abord chargés sur des bateaux qui ensuite vont plus loin pour les charger sur les super-tankers qui les amènent, qui apportent la marchandise en Occident, enfin en Europe ou ailleurs. Aux États-Unis aussi. Dans le monde entier. Or, un bateau qui arrive, moi, dans une autre vie, si je puis dire, dans une carrière, dans un cadre professionnel, il m'est arrivé un jour d'être confronté à un problème d'un produit qui servait de base qui servait dans les produits que nous fabriquions, ce que l'usine pour laquelle je travaillais fabriquait, l'entreprise pour laquelle je travaillais fabriquait, un produit a été bloqué comme ça pendant le bateau qui devait l'apporter n'est pas arrivé à l'heure fixe, à l'heure pile où il devait arriver. Donc il est repassé un mois après. Donc il a fallu attendre un mois de plus et donc toute la production était bloquée à cause de ça. Bon, c'est des choses qui arrivent, qui risquaient. Alors là, avec ce qui s'était passé au mois de janvier et février en Chine et les premiers confinements qui ont eu lieu en Chine, alors on allait se retrouver devant le même problème. C'est-à-dire qu'au mois de juin, il y aurait plus de vélos chez Decathlon, quoi. Donc c'est ce qui est arrivé d'ailleurs finalement. Bon, après on a mis ça sur le dos du confinement en France, mais de toute façon le confinement chinois à lui seul aurait suffi à impacter toute l'économie mondiale de toute façon. Cela dit, c'est pas leur intérêt de couper les relations commerciales. Non plus, bien sûr. Ils ne vivent que de l'exportation. Mais je ne nie pas qu'il y a eu une maladie non plus. Il faut pas non plus le nier. Mais voilà, ça aurait eu un impact. Que la pandémie du Covid était utilisée par les uns, par les autres, ou gérée de façon totalement débile. Encore, l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Et que la Chine n'a peut-être pas voulu ça au départ, mais qu'elle en a tiré les marrons du feu de fait, quoi. Et ce qui est dramatique, c'est que en France, pour ne parler que de notre pays, on n'est pas tiré aucune conclusion de ça. On s'est retrouvé démunis de tout et on continue comme si de rien ne s'était passé. Les autorités françaises ont parlé de relocalisation, ce qui est une aberration, parce qu'on ne peut pas relocaliser en quelques semaines ou en quelques mois, voire en quelques années, ce qu'on a mis 30 ou 40 ans à détruire. C'est une question de volonté politique, mais ça ne sera pas du jour au lendemain. Ça s'est fait dans certains cas quand même. Oui. Enfin, quelques-uns.
Michel, l'heure avance, et c'est passionnant tout ce qu'on dit, mais quelquefois, j'ai vu un article un jour je sais plus quel, dans le quotidien présent, je crois qu'il disait le plus grand bien de votre article, de votre livre, pardon, mais qui disait, ce qui est dommage, c'est que Michel Vial nous donne pas à la fin un message d'espoir. Alors, peut-être un petit message d'espoir quand même dans tout ça. On m'a jugé... Ce qui est un peu faux, parce qu'il y a un message d'espoir. On m'a jugé pessimiste. Mais ce qui compte, c'est pas ce que vous dites. Il y a de quoi être. Inquiet au moins. Inquiet. C'est le témoignage de quelqu'un d'inquiet que je publie. Alors, je ne donne pas de solution. Bon, mais c'est pas un programme politique non plus. Je suis candidat à rien du tout. Je ne suis plus militant politique. Vous l'êtes un petit peu, parce qu'en faisant ce genre c'est du militantisme en quelque sorte, oui. Mais j'ai voulu surtout éveiller les consciences. Est-ce qu'il y a des lueurs d'espoir quand même ? En 2 minutes, parce que là, on arrive à la fin. Oui, il y a des lueurs d'espoir. D'abord parce que nos idées, au sein de l'opinion française, progressent. Ça, on le constate évidemment dans les consultations électorales. Ouais. On le constate dans la presse. On le constate même dans la presse qu'on appelle mainstream, dans cet horrible franglais. Ouais. Bah, dans les débats. Dans les débats. On voit qu'il y a des gens qui auparavant, d'ailleurs, étaient difficilement soupçonnables d'idées nationalistes. Ou même d'idées non conformistes, sans aller à des idées nationalistes. On voit que ces gens-là prennent des positions qui ne sont pas tout à fait éloignées des nôtres. Donc je crois qu'il y a de l'espoir. Et cet espoir, il faut le cultiver. Ouais. Il faut le cultiver en continuant de militer. En faisant tout ce que l'on fait. En faisant tout ce que l'on fait, en débattant, en proposant des solutions. Si mon éditeur est d'accord, je publierai l'année prochaine un recueil qui parlera de ces solutions. Je pense qu'il est assez d'accord. Bon. Et ce serait une occasion de revenir. Mais ce ne sera pas un programme politique. Je ne suis pas un homme politique. Chers amis, voilà, écoutez, Michel, merci pour tout ce que vous nous avez dit. Merci. Vous avez tout à fait raison de souligner à la fin, c'est ce qu'on dit souvent. Il ne faut surtout d'abord jamais désespérer. Les chiffres sont là, quand on voit l'évolution du mouvement national depuis 20 ans, 30 ans. Je rappellerai qu'il fut un temps où lorsqu'on dépassait les 1%, c'était toute une affaire, c'était une victoire. Et aujourd'hui, les mouvements nationaux dans toute l'Europe représentent des scores très, très forts. Donc on ne peut que s'en féliciter. Voilà, eh bien écoutez... on se retrouve l'an prochain pour la suite de ce livre, La chute de l'Empire occidental, collection idées au bouquin de synthèse nationale, dans les bonnes librairies. Vous pouvez aussi vous le procurer sur le site www.synthèse-édition.com. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission Synthèse sur TV Liberté. Merci Philippe, merci Michel. À bientôt. À bientôt.